L'élection du président se prépare dans les 50 États qui composent les États-Unis. Comment on devient président des États-Unis? Aux États-Unis, on élit le président tous les 4 ans. Il y a 2 grands partis, les républicains et les démocrates. Donc, si on veut être président, il faut être soit républicain, démocrate. Voici les démocrates. Ils ont comme mascotte un âne. Ils disent qu'il est endurant et déterminé, mais pour les républicains, il est plutôt têtu et stupide. Et voilà les républicains. Ils ont comme mascotte un éléphant, un animal puissant et calme. Enfin, pour les démocrates, il est plutôt balourd et maladroit. Chacun des 2 partis va devoir choisir son candidat. C'est ce qu'on appelle les primaires. Ça commence en janvier. Dans chaque État des États-Unis, les démocratiques vont voter pour choisir leur candidat préféré. Ça dure 6 mois, parce que les États votent les uns après les autres. À la fin des primaires, 2 candidats sont en tête. Bill pour les démocrates et Jenny pour les républicains. C'est maintenant que la vraie campagne commence. Pendant les mois de septembre et octobre, il y a des débats, des meetings, des publicités à la télévision, des sondages. Bill et Jenny font le tour des États-Unis. Enfin, le 1er de novembre arrive. Les Américains vont voter. Le soir, les résultats tombent État par État. Celui qui a le plus d'États, et surtout le plus d'États peuplés, comme la Californie, le Texas ou la Floride, a gagné. Jenny a gagné. Mais il va falloir qu'elle attende encore 2 mois, jusqu'au 20 janvier. Pourquoi? Parce qu'au temps des cow-boys, il n'y avait pas d'avion ou d'autoroute, et il fallait pas mal de temps pour que le gagnant arrive à Washington. Et c'est resté. Oh. Qu'est-ce qui a changé avec Barack Obama? Bonjour Charlotte, je ne vois pas ton frère. Il est là-bas avec ses copains. Ah, il arrive. Obama, il commence à m'embêter avec son Obama. Un problème avec Barack Obama, Léo? Ben oui, Samy, il arrête pas d'en parler. Obama, il est trop classe, ok. C'est vrai qu'il a la classe. Mais comment il est comme président, Barack Obama? Avec lui, beaucoup de choses. Avant Obama, George Bush a été président pendant 8 ans. Ce sont 2 présidents très différents. D'abord, ils ne sont pas du même parti politique. Obama est du parti démocrate alors que Bush était du parti républicain. Ce sont les 2 grands partis américains. Ensuite, Bush a toujours vécu aux États-Unis dans une famille très riche. Son père a même été président avant lui. Obama, lui, est le fils d'un Africain et d'une Américaine et il a longtemps vécu à l'étranger. Bush, c'est celui qui a fait la guerre d'Irak? Oui. Avant, pour répondre aux terribles attentats du 11 septembre, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies, qui rassemble tous les pays du monde, il a attaqué l'Afghanistan, pays qui abritait les terroristes. Mais ensuite, il a envahi l'Irak, parce qu'il n'aimait pas le dictateur qui dirigeait ce pays. Il a fait ça sans l'accord de l'ONU, et sans beaucoup se soucier des conséquences. Ces guerres coûtent énormément d'argent. Elles ont tué beaucoup de civils là-bas, et de soldats américains. Elles ont poussé plein de gens à détester les États-Unis. Obama a dit qu'il était contre la guerre d'Irak. Et il doit maintenant retirer les soldats américains de ce pays pour se concentrer sur la guerre d'Afghanistan, qui n'est pas plus facile. Il doit aussi essayer d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique et faire avancer la paix entre Israël et les Palestiniens. Et il va y arriver? Il a du pain sur la planche. D'autant que le principal problème pour lui est de sortir de la crise économique et en même temps de faire les grandes réformes qu'il a promises, comme par exemple la réforme de la santé. On dit qu'aucun président américain n'a commencé son mandat dans des conditions pareilles. Il aura vraiment mérité le plus beau des prix Nobel de la paix. Tu vas payer, Léo. Force d'interposition unie, veuillez cesser le combat. C'est quoi exactement les Nations Unies? Ça fait longtemps que je voudrais savoir. C'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe presque tous les pays du monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont installés dans un grand bâtiment à New York, là, dans ce grand immeuble au bord de l'Hudson. Et c'est dans cette grande salle que se réunit l'Assemblée Générale où siègent tous les pays. Et ils arrivent à se mettre d'accord? Naturellement. C'est difficile avec autant de pays. Mais en tout cas, ils arrivent à se parler et à s'écouter. Et tous les pays donnent de l'argent pour faire fonctionner les agences de l'ONU. Par exemple, l'UNICEF pour les enfants.
l'UNESCO pour l'éducation et la culture, l'OMS pour la santé, le HCR pour les réfugiés, le PAM alimentaire. Elles jouent un rôle très utile. Et quand il y a une crise ou une guerre, ce n'est pas l'Assemblée générale qui prend les décisions, c'est le Conseil de sécurité. C'est 15 pays de l'ONU, 10 qui changent tous les 2 ans et 5 qui sont toujours là et surtout qui ont le droit de veto. Tu veux dire le droit de voter? Non, le droit de veto, ça veut dire qu'ils peuvent bloquer une décision s'ils ne sont pas d'accord. Ces 5 pays sont les 5 pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, car l'ONU a été créée à la fin de cette guerre, et pour qu'il n'y en ait jamais plus de pareil. Les États-Unis aussi, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Et quand il y a une menace de guerre et que le Conseil de sécurité est d'accord pour l'arrêter, l'ONU envoie des casques bleus. Regardez, voici tous les endroits où il y a des casques bleus actuellement. Près de 80 000 soldats prêtés par les pays de l'ONU pour faire la paix. Et comment ils font? Des fois, il faut juste observer, surveiller que les 2 camps ne préparent pas la guerre. D'autres fois, il faut s'interposer et empêcher les 2 camps de se battre. D'autres fois, il faut même se battre contre un des camps qui ne veut pas la paix. Et il pourrait quelques-uns ici, comme ça, il pourrait empêcher Charlotte de toujours m'embêter. Oh! Valet, Roi! dame, Roi! oh, et tu es roi dans ton jeu. Eh oui, j'aurais bien aimé être roi, mais il n'y a plus de roi, hélas. Hélas, il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de roi. Que votre majesté se détrompe. Il y a encore beaucoup de rois et de reines. De vrais rois comme moi? Que votre majesté regarde cette carte du monde. Tous ces pays sont des royaumes, en comptant tous ceux dont le chef de l'État est la reine d'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Il y a même un empire, le Japon, que voter contemple l'Europe, véritable continent des rois. 3 reines en Angleterre, aux Pays-Bas et au Danemark. 4 rois en Espagne, Belgique, Norvège et Suède. Un grand-duc au Luxembourg et 2 princes à Monaco et au Liechtenstein. Les voici tous réunis pour le mariage de l'un d'entre eux. Tiens, je pensais pas qu'il y avait des dictateurs comme moi en Europe. Que votre majesté se détrompe. Aujourd'hui, ne sont pas des dictateurs. Et la plupart des dictateurs ne sont pas des rois. Mais alors, si je suis roi, je peux pas faire ce que je veux? Comme votre majesté, les rois et reines d'Europe règnent mais ne gouvernent pas. Ils laissent depuis longtemps leur peuple élire le Premier ministre. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont réussi à conserver leur couronne. Mais si je puis me permettre, à quoi ils servent alors? Les monarques européens se contentent d'écouter ce qui se dit et de faciliter les choses pour que les hommes politiques gouvernent le pays, parce qu'ils sont intelligents, comme votre majesté, bien sûr. Ils peuvent même avoir une certaine influence. Bon, et à part ça, qu'est-ce qu'ils font? Votre majesté sait fort bien que c'est un métier très prenant. Il faut tout le temps visiter le pays, aller voir les gens, faire des discours, faire des voyages à l'étranger, être gentil avec tout le monde et ne jamais dire du mal de personne. Quelle horreur! Finalement, je vais plutôt être président de la République. Oh Charles, ce que vous m'apprenez est terrible! Et en Irak, nouvel attentat suicide, 78 morts au nord de Bagdad. Mais pourquoi il y a toujours des morts en Irak? Regarde, l'Irak, c'est un endroit qui joue un grand rôle dans l'histoire depuis très longtemps. Avant, on l'appelait la Mésopotamie. Au cours des siècles, il a appartenu aux Perses, aux Arabes et dernièrement aux Anglais. Les Anglais? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils avaient découvert du pétrole, beaucoup de pétrole, et en avaient fait plus ou moins une colonie anglaise. Ils ont tracé les frontières d'un nouveau pays, l'Irak. Un pays où il y avait des Arabes dans la plaine et des Kurdes dans les montagnes qui ne parlent pas la même langue. Les Arabes parlaient tous l'arabe mais n'avaient pas la même façon d'être musulmans. Il y avait des sunnites au nord et les chiites au sud. Et quand le pays est indépendant, ce sont les sunnites qui l'ont dirigé. Ils étaient moins nombreux que les autres et voulaient garder l'argent du pétrole pour eux. Alors l'Irak est devenu une dictature. Le dernier dictateur a été Saddam Hussein, qui a provoqué guerre et massacre. Il était devenu incontrôlable. Alors les Américains l'ont attaqué. Les Américains? Mais pourquoi ils sont allés là-bas? Parce qu'ils avaient peur que Saddam Hussein mette le feu à toute la région. Une région qui les intéresse beaucoup. Elle produit la moitié du pétrole mondial. Ils ont chassé Saddam Hussein. Pas réussi à imposer la paix. Au contraire. Regarde au nord. Les Kurdes se gouvernent tout seuls. Au sud, les chiites se disputent le pouvoir entre eux. Au centre, les sunnites sont furieux d'être dominés par les chiites et les Américains. Résultat,
Des attentats dans tous les sens. Mais comment faire alors? Personne ne sait très bien. Il faudrait surtout que les Irakiens arrivent à s'entendre. Car la majorité des Irakiens et aussi des Américains voudraient bien que les soldats américains rentrent chez eux. D'ailleurs, nous aussi, il faudrait qu'on rentre à la maison. Au nom du ciel, Lucinda, maîtrisez-vous. La violence est toujours la pire des solutions.